Ma femme m'a envoyé un SMS, ne viens pas. Ma mère ne veut pas de toi ici. J'ai lu ce message debout dans l'allée de la maison flambant neuve pour laquelle je venais de mettre mon nom et mon avenir en jeu, tenant encore le ruban rouge qu'il s'apprêtait à couper. Pendant un instant, j'ai honnêtement cru qu'elle s'était trompée de destinataire. Je suis resté là, dans mes chaussures de sécurité et raflé sur le béton frais et parfait, à regarder des SUV rutilants se garer sous le ciel gris et plat d'Orléans. Ses cousines, les dames de sa paroisse, toutes descendaient avec des plats couverts et des plateaux traiteurs. Mon téléphone a vibré à nouveau. Thomas, ne ramène pas tout à toi aujourd'hui. Celui-là, je savais qu'il m'était destiné. Derrière moi, l'endroit ressemblait à une image tirée d'un calendrier de la banque postale. 2 étages, fausse pierre en façade, garage 3 places, grande fenêtre donnant sur ce qui était autrefois un champ de blé à la périphérie de la ville. Le genre de maison dont ma belle-mère, Evelyne, parlait depuis 20 ans. Un jour, disait-elle toujours en entourant des photos dans des magazines. Ce jour était enfin arrivé. Il n'y avait juste pas de place pour moi. 2 semaines plus tôt, j'étais assis dans un bureau vitré du Crédit Mutuel, signant mon nom jusqu'à ce que ma main soit prise de crampes. 22 ans comme compagnon tuyauteur, et les années suivantes à ramper dans des combles pour faire du CVC, chauffage, ventilation, climatisation. C'est ce qui a permis aux chiffres de fonctionner. J'ai mis mon vieux fourgon Renault en garantie. J'ai vidé le reste de mes économies. C'est pour la famille, me suis-je dit. De l'autre côté de la rue, quelques nouveaux voisins s'appuyaient sur la rambarde de leur Porsche pour regarder. Quelqu'un avait scotché une banderole sur la porte du garage. Bienvenue à la maison, maman. Pas maman et Thomas. Juste maman. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Je pouvais entendre la voix de Mélissa dans ma tête aussi clairement que si elle se tenait à côté de moi. Thomas, tu sais comment est maman. S'il te plaît, ne commence pas, j'avais entendu cette phrase ou une version de celle-ci pendant la majeure partie de nos 15 ans de mariage. J'ai tapé un seul mot en réponse, compris, puis j'ai appuyé sur envoyer. On pourrait penser qu'un homme qui a vécu la guerre du Golfe en 91, opération Daguet, serait plus difficile à ébranler. J'ai vu des obus tomber plus près que le SMS de ma femme, mais ma mère ne veut pas de toi ici, a fait quelque chose de différent. Ça n'a pas seulement piqué. Ça a tracé une ligne nette autour de l'endroit où j'avais ma place et de là où je ne l'avais pas. Un SUV argenté a remonté la rue et a tourné dans l'allée sans ralentir. J'ai reconnu les phares. Mélissa s'est garée sans jamais regarder vers l'endroit où je me tenais, sur le côté. Evelyne est descendue dans un manteau bleu neuf, coiffure fraîchement faite, tout son visage illuminé. Les gens ont applaudi quand elle s'est tournée pour saluer. Ses yeux m'ont effleuré pendant une demi-seconde. Pas de signe de tête, pas de bonjour, juste un regard rapide et plat comme si j'étais un lampadaire. J'aurais pu m'avancer et dire, de rien, assez fort pour que toute l'impasse l'entende. Au lieu de cela, j'ai posé les ciseaux de cérémonie brillants qu'ils avaient achetés juste pour ce moment sur la petite table pliante près de l'allée et j'ai reculé. Thomas, tu restes, a appelé l'un des bénévoles les plus âgés de l'église, les bras chargés de gobelets en plastique. Je me suis forcé à faire un petit sourire. Nan, ai-je dit, je déposais juste quelque chose. Ce n'est pas mon jour. Une enceinte Bluetooth a commencé à jouer une chanson de variété sur le bonheur familial. Evelyne et Mélissa se sont alignées dans l'embrasure de pierre que j'avais payée, souriant pour les photos pendant que tout le monde se rassemblait autour d'elle comme une couverture de magazine prenant vie. Je suis retourné à ma camionnette et je suis monté dedans. Le siège du conducteur a grincé comme mon dos le fait à la fin d'un long quart de travail. J'ai fermé la porte et je les ai regardés à travers le pare-brise pendant un moment, riant, posant, ajustant leur manteau. Mon téléphone a vibré une fois de plus avant que je ne tourne la clé. S'il te plaît, ne sois pas dramatique. On pourra parler plus tard. Je t'aime. J'ai fixé ces 2 derniers mots. Je t'aime. Juste en dessous de « ne viens pas », ça m'a presque fait rire. Puis j'ai mis le fourgon en marche et je me suis éloigné du manoir, passant devant les trottoirs neufs et les panneaux « à vendre », pour retourner vers le vieux côté d'Orléans, où les rues sont fissurées, la peinture s'écaille et les maisons ont l'air d'avoir vraiment abrité une vie. Au moment où j'ai atteint la route principale, ma poitrine n'était plus serrée. Elle semblait juste vide, comme si quelqu'un avait discrètement emporté les meubles de ma vie et fermé la porte derrière lui. Je me disais que je rentrais simplement chez moi.
Ce que je ne savais pas encore, en tournant à gauche vers notre petit écatre du côté nord, c'est qu'en moins d'une heure, ce seul mot calme que j'avais envoyé, compris, allait devenir la ligne de démarcation entre la vie qu'elle construisait sur mon dos et la vie que j'étais enfin sur le point de reprendre. Je conduisais en pilote automatique, passant par les mêmes rues que j'empruntais depuis des années, boulevard Jean Jaurès, le vieux magasin de pêche, le terrain vague près de la salle des fêtes où ils organisent des brocantes en été. Plus je m'éloignais de ce manoir, plus la vérité s'installait en moi. Quelque chose se brisait depuis longtemps, et j'avais été le dernier à le remarquer. Quand je me suis garé dans notre allée fissurée, la maison semblait la même que d'habitude. Crépi blanc, gouttières affaissées d'un côté, la lumière du porche que Mélissa oubliait toujours d'éteindre. Je suis resté assis là 1 minute, les mains sur le volant, sentant les années se rembobiner. 15 ans de mariage ne commencent pas par des épaules froides et des SMS cruels. Ça commence par de la chaleur et de l'espoir. Le nôtre a commencé lors de la kermesse de la paroisse. J'étais debout près de la table des desserts, essayant de décider entre la tarte aux pommes et la tarte tatin. Et Mélissa s'est approchée avec une assiette pleine. « Tu as l'air d'un homme à tatin », a-t-elle dit avec un petit sourire. Elle n'avait pas tort. J'ai ri. Elle a ri. Et c'était tout. Un de ces moments dont on ne sait pas qu'ils sont importants jusqu'à des années plus tard, quand on regarde en arrière pour essayer de comprendre où les choses ont changé. Elle aimait que je travaille de mes mains. Elle aimait que j'aie servi dans l'armée. Elle me présentait aux gens en disant « Thomas peut tout réparer, même ma vieille Peugeot ». Son fils Robin avait 12 ans quand nous nous sommes rencontrés. Maladroit, calme. Je lui ai appris à changer des plaquettes de frein et à tirer un coup franc au football. Il m'a appelé « T » pendant longtemps avant d'utiliser le mot papa. Quand il l'a enfin fait, j'ai pleuré dans le garage où personne ne pouvait me voir. C'était les bonnes années, les voyages à Deauville le vendredi, les moules frites à l'amicale, regarder les orages arriver depuis des chaises de jardin sous un auvent en métal que j'avais soudé moi-même après avoir passé plus de 2 décennies sur les chantiers. Je me souviens avoir pensé à l'époque que j'avais enfin construit quelque chose qui ne s'effondrerait pas. Mais de lentes fissures ont commencé à apparaître, de petites choses. Sa mère, Evelyne, faisait des commentaires comme « Robin a besoin de stabilité ». Mélissa, le travail de Thomas n'est pas standing. Elle disait toujours « standing », comme si elle mordait dans quelque chose d'acide. Ou elle demandait « Est-ce que Thomas a une bonne mutuelle ?» Et Mélissa se précipitait pour répondre à ma place comme si je n'étais pas là. De petites exclusions, de petites blagues, de petites décisions prises sans moi, et puis des plus grandes. Mélissa a commencé à rendre visite à sa mère 3 ou 4 soirs par semaine. Au début, elle disait qu'Evelyne se sentait seule. Ensuite, elle a dit qu'elle planifiait des choses ensemble. Puis elle a arrêté de donner des explications. Le premier signal d'alarme majeur est tombé il y a 2 ans. Je suis entré dans la cuisine après un long quart de travail, les bottes encore boueuses, et j'ai trouvé Mélissa et Evelyne assises à la table avec une pile de papier. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Mélissa a dit « Oh, j'aide juste maman à comprendre certaines choses ». Il s'est avéré qu'elle avait utilisé mes revenus pour aider Evelyne à obtenir une préapprobation pour sa maison de rêve. « Tu ne regardes jamais les petits caractères de toute façon », avait-elle dit comme si c'était une blague. J'aurais dû réagir plus fermement. Mais quand on est marié, on se dit qu'on est un bon partenaire en ne transformant pas chaque désaccord en guerre. On fait la paix. On choisit ses batailles. Et parfois, sans le vouloir, on arrête de se choisir soi-même. Puis est venue la distance. Mélissa rentrait plus tard, son téléphone toujours face contre table. Des disputes qui n'explosaient jamais tout à fait, mais laissaient toujours de la fumée dans la pièce. J'ai l'impression que tu ne me vois plus, lui ai-je dit une fois. Elle a soupiré et a dit, Thomas, tout n'a pas besoin d'être si dramatique. Ce mot encore, dramatique. Comme si demander une place à la table de ma propre vie me rendait déraisonnable. Mais quand même, j'ai continué d'essayer. J'ai réparé les gouttières, aidé Robin à déménager dans son premier appartement, pris des chantiers supplémentaires quand Mélissa disait que sa mère avait besoin d'argent, juste pour l'instant. Je ne savais pas que je construisais un pont qu'elle prévoyait de brûler derrière moi. Ce soir-là, après avoir quitté la célébration au manoir où je n'étais pas le bienvenu, je suis entré dans notre cuisine silencieuse, j'ai ouvert le frigo et j'ai fixé une bouteille de thé glacé à moitié vide pendant un long moment. Parfois, le silence d'une maison vous dit des choses avant que les gens ne le fassent.
Je me suis assis à la table, les coudes sur le bois que j'avais poncé moi-même 12 ans plus tôt, et j'ai pensé à ces premiers jours, les tartes, les rires, les voyages, les vœux. Puis j'ai pensé à son SMS, ne viens pas. Ma mère ne veut pas de toi ici. Quelque part entre ces deux points, quelque chose avait terriblement mal tourné, et j'en avais finalement fini de faire semblant que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le dos, fixant le ventilateur de plafond, l'écoutant cliquer à chaque fois que le vacillement frappait. Vers 5h30 du matin, j'ai abandonné, je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'au café de la gare, l'endroit où j'allais toujours quand la vie n'avait plus de sens. La porte d'entrée a grincé de la même façon que depuis les années 80. Ça sentait le café brûlé, la vieille cire à parquet et les viennoiseries rassis d'un petit déjeuner qui n'avait jamais tout à fait quitté le bâtiment. Quelques gars étaient déjà là. Kevin avec ses mots croisés, le vieux Daniel avec sa bonbonne d'oxygène, et derrière le comptoir, la même machine à café qui avait l'air plus vieille que la moitié des habitués. Et là, à notre table habituelle, était assis Éric Lecomte. Éric et moi nous sommes rencontrés pendant la guerre. Il avait 21 ans et était en colère contre le monde. J'avais 19 ans et j'étais mort de peur. Nous sommes rentrés hommes différents, mais nous sommes rentrés frères. Il me charriera jusqu'au jour où l'un de nous mourra. Il m'a jeté un coup d'œil et a dit, « Bon Dieu, Thomas, tu as l'air de quelqu'un à qui on a volé son pain au chocolat. » « C'est le cas, ai-je dit en m'asseyant. Juste dans une maison à 715 000 €. Éric a posé sa tasse. « D'accord, raconte-moi. » Alors, je l'ai fait. Le SMS, la fête, la façon dont Evelyne regardait à travers moi comme si je faisais partie de l'aménagement paysager. Éric a sifflé doucement. « Mec, on a survécu à des tempêtes de sable ensemble. Et tu me dis que tu as laissé ces deux-là te chasser de ta propriété ? Ce n'est pas ma propriété, ai-je dit. Pas selon les papiers. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne le savais pas encore. Pas officiellement, mais j'avais une intuition et elle pesait lourd sur ma poitrine. Après le café, je suis allé directement au Crédit Mutuel. Il était un peu plus de 8 heures. Le hall était encore calme. Une jeune conseillère nommée Manon m'a reconnu. Son père travaillait sur des chantiers avec moi il y a des années. « Bonjour, Thomas. Ça va ? Tu as l'air stressé. » « Ouais, ai-je dit, j'ai besoin de voir le dossier de ce prêt immobilier que j'ai signé pour ma belle-mère, juste pour confirmer quelque chose. » Elle l'a affiché sur son écran, puis a froncé les sourcils. « HM, c'est étrange. Tu n'apparais pas comme propriétaire, juste comme caution solidaire. » « Quoi ? » Je me suis penché plus près. Ça ne peut pas être vrai. Mais elle a tourné l'écran et c'était là, clair comme de l'eau de roche. Emprunteur, Evelyne Caron. Occupant, Evelyne Caron et Mélissa Caron. Caution et garant, Thomas Hérault. Je portais la dette. Elle possédait la maison. Je n'avais aucun droit, pas même un pied sur la marche d'entrée. Mon estomac a traversé le plancher. Manon, ai-je dit doucement. J'ai signé ce qu'on m'a dit être une copropriété. Elle avait l'air peinée. Thomas, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Je l'ai remercié et je suis sorti dans la lumière froide du soleil. J'avais l'impression que toute la ville d'Orléans penchait sur le côté. Même le vent semblait différent, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je suis retourné au manoir, les mains serrées sur le volant. Des voitures bordaient encore la rue depuis la fête. Les gens prenaient des photos près des colonnes du porche avant. J'ai remonté l'allée, le cœur battant, et j'ai frappé. Evelyne a ouvert la porte juste assez large pour passer son visage. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, toute tendue et guindée. « Je veux voir les papiers, » ai-je dit. « L'acte notarié. Je veux savoir pourquoi je ne suis pas dessus. »« Tu fais une scène ?» a-t-elle sifflé. « C'est embarrassant. Je pose juste une question. »« Tu n'as le droit de rien demander ?» a-t-elle claqué. « Ce n'est pas ta maison. » Cette dernière phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle explosion que j'ai jamais esquivée. Derrière elle, des gens regardaient. Quelques voisins, une collègue de Mélissa, la femme du pasteur, tous nous fixaient. « Rentre chez toi, Thomas » a dit Evelyne, sa voix basse et glaciale. Avant d'embarrasser Mélissa. J'ai ouvert la bouche,
mais aucun mot n'est sorti parce que la vérité était que je ne savais plus ce qu'était, chez moi. Je suis retourné à ma camionnette en silence, sentant chaque paire d'yeux sur mon dos. Et puis est venu le coup de grâce. Quand je suis rentré, j'ai essayé d'appeler Mélissa. Pas de réponse, puis messagerie vocale. Puis le SMS, je suis vraiment déçu que tu sois aussi dramatique. Ce mot encore. J'ai finalement appelé un avocat, un gars qu'un collègue m'avait un jour recommandé. Il a écouté, soupiré et dit, ces cas sont compliqués. Si vous signez quelque chose sans lire attentivement l'acte notarié, c'est une bataille difficile. J'ai raccroché, ayant l'impression qu'on venait de me dire de combattre un incendie avec un tuyau d'arrosage. Ce soir-là, après une longue douche et une bière que je n'ai même pas finie, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai pris une décision. J'avais été écarté, humilié et mis hors jeu. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une boule au ventre et le sentiment que quelque chose dans ma vie avait discrètement claqué pendant la nuit. Pas cassé, claqué net comme une branche sèche qui cède enfin sous des années de pression. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre pendant que le soleil perçait un ciel gris du Loiret. Notre jardin ressemblait au même que d'habitude, de l'herbe clairsemée et un vieux barbecue. Le ballon de football délavé de Robin gisait près de la clôture. Mais d'une certaine manière, tout semblait inconnu, comme si quelqu'un avait déplacé les murs pendant que je dormais. J'ai ouvert mon application bancaire. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct peut-être. Et c'est là que je l'ai remarqué. Un virement que je ne reconnaissais pas. Puis un autre et un autre. De petits montants au début. 185 € ici, 320 € là. Mais ensuite j'ai défilé plus loin en arrière. 3700 €. 3000 €. 6500 €. Au cours de la dernière année, plus de 39 000 € avaient discrètement coulé de notre compte joint vers un compte étiqueté simplement Caron. Evelyne. Ma mâchoire s'est serrée si fort que ça faisait mal. Je suis allé dans la chambre d'amis où nous gardions des boîtes de vieux papiers et j'ai tout descendu. Relevé bancaire, formulaire d'assurance, lettre de la banque. Mélissa disait toujours qu'elle s'occuperait des factures. Je lui faisais confiance. Maintenant, en regardant les dates alignées avec les excuses qu'elle m'avait données. Maman a besoin d'aide. C'est temporaire. Ne t'inquiète pas pour ça. Je me sentais malade. Pas encore en colère, juste malade. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Notre sonnette connectée enregistre des clips audio chaque fois que quelqu'un s'approche du Porsche. Mélissa n'a jamais aimé ce truc. Elle disait que ça nous faisait paraître paranoïaques, mais elle ne savait pas que ça gardait une archive complète à moins de la supprimer manuellement. J'ai ouvert l'application, fait défiler, écouté. La plupart des clips étaient ennuyeux, livraison Amazon, enfants vendant des calendriers pour l'école, chats errants. Puis je l'ai trouvé. 2 nuits avant la fête. 23h42. Mon souffle a quitté mon corps. Pas vite, lentement comme si quelqu'un avait percé un trou dans mes poumons. Je l'ai rejoué 2 fois, 3 fois. Le ton, la certitude, la façon dont elle disait, fini de jouer à l'épouse, comme si notre vie ensemble était une longue mascarade épuisante dont elle était enfin dispensée. Je suis resté assis là dans la maison vide avec les murs qui se refermaient sur moi. Et puis quelque chose s'est passé. La nausée a disparu et un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois s'est installé sur moi comme de la neige fraîche. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas envoyer de longs SMS que Mélissa ignorerait. J'allais me battre intelligemment. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'au centre-ville au cabinet de maître Carla Dubois. Une avocate qu'un gars au café de la gare avait un jour juré ne se laisser bousculer par personne. Son bâtiment se trouvait en face du vieux palais de justice, un endroit en briques rouges qui semblait pouvoir résister à une tornade. Carla était au début de la soixantaine, yeux perçants, chignon argenté, lunettes sur une chaîne. Quand elle m'a serré la main, c'était ferme comme une poignée de main de chantier. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?» a-t-elle demandé en fermant la porte de son bureau. Je lui ai tout raconté. Le SMS, le prêt, les virements, l'enregistrement. Chaque détail s'est déversé de moi comme l'eau d'un tuyau fissuré. Quand j'ai fini, elle s'est adossée, tapotant son stylo sur un bloc-notes juridique. Ce ne sera pas facile,
a-t-elle dit. La justice familiale en France est lente. Vous devez être prêt pour 6 à 9 mois de paperasse, d'audience, de renvoi. Mais elle s'est penchée en avant. D'après ce que vous m'avez montré, nous pouvons vous protéger dès aujourd'hui. Ce mot, protéger, m'a frappé plus fort que je ne l'espérais. Que dois-je faire, ai-je demandé. Vous devez tout rassembler. Chaque relevé, chaque virement, chaque SMS, chaque enregistrement. J'obtiendrai le reste par voie judiciaire, mais vous devez rester silencieux. Ne prévenez pas votre femme ou sa mère. Ne les confrontez pas. Nous contrôlerons le récit légalement. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Et Thomas, vous devez vous préparer. Les femmes comme Evelyne ne reculent pas. Elles vont se battre. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la station-service, j'ai pris un café même si mes mains tremblaient encore, et je me suis assis sur le parking en fixant mon téléphone. 1 heure avant, je me sentais comme un homme poussé hors de sa propre vie. Maintenant, je ressentais quelque chose de différent. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme un homme qui se tient debout. J'ai passé les jours suivants à bouger comme un homme avec une mission silencieuse. Rien de dramatique, rien de bruyant, juste un travail lent et régulier. Le genre de travail qu'un artisan comprend. On ne précipite pas une soudure. On ne force pas un tuyau. On bouge délibérément. On mesure 2 fois et on s'assure que le produit fini tient bon. La première chose que j'ai faite a été d'imprimer tous les relevés bancaires des 2 dernières années. J'ai surligné chaque virement que Mélissa avait fait à sa mère, date, montant, note comme, aide familiale, ou, prêt temporaire. J'ai créé un dossier appelé « Abus financiers » et je les ai tous glissés à l'intérieur. Vint ensuite les SMS. Chaque message froid, chaque culpabilisation, chaque « Thomas, tu es dramatique ». Capture d'écran, horodatage, sauvegardé sur une clé USB que Carla m'avait donnée. Puis le clip audio. Je l'ai joué une fois de plus, écoutant le chuchotement de Mélissa. Une fois que la maison est à ton nom, j'ai fini de jouer à l'épouse. Même après tout, ces mots coupaient profondément. Pas la trahison elle-même. J'avais déjà fait la paix avec cette partie. Ce qui faisait mal, c'était la façon décontractée dont elle le disait, comme si elle avait répété la phrase dans sa tête pendant des mois. Je l'ai classé sous « preuve intention préalable ». J'ai rassemblé les papiers du prêt ensuite. Ils étaient enterrés dans un tiroir sous de vieux manuels et des cartes d'anniversaire. Quand je les ai étalés sur la table de la cuisine, la vérité m'a fixé comme une étiquette d'avertissement. Caution, Thomas Hérault. Non propriétaire. Mon nom nulle part ailleurs sur l'acte. 1 an plus tôt, quand Mélissa m'avait tendu les papiers, elle avait dit « Chérie, ça confirme juste tes revenus. Ça aidera maman à avoir de meilleurs taux. C'est la procédure standard. » Et je l'avais cru parce que c'est ce que le mariage est censé être. Pendant que je triais tout, le comportement de Mélissa a changé. Ce n'était pas subtil. Elle oscillait entre inhabituellement douce et étrangement froide. Comme si elle sentait que quelque chose bougeait sous ses pieds, mais ne pouvait pas dire ou ni pourquoi. Un soir, elle s'est approchée de moi dans la cuisine pendant que je rinçais une assiette. « Tu es calme ces derniers temps » a-t-elle dit. « Occupée avec le boulot » ai-je répondu. Elle s'est rapprochée. « Est-ce qu'on va bien ?» Au lieu de lui dire ce que je savais, ce que j'avais entendu, ce que j'avais découvert, j'ai juste répondu « on va bien ». Mais mon ton a dû sembler différent parce qu'elle s'est figée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a eu l'air incertaine. Le mercredi après-midi, Carla a appelé. Evelyne a engagé un avocat. Il essaie déjà de bloquer l'accès à certains documents financiers. J'ai senti mes mains se serrer sur le volant. Est-ce que ça va nous arrêter? Non, a-t-elle dit. J'ai déposé une requête il y a 10 minutes. Je demande aussi une audience d'urgence en référé. Soyez prêts. Lundi matin, tribunal judiciaire d'Orléans, 9 h. Mon estomac s'est effondré. Pas de peur, juste le poids de tout ce qui devenait réel. Cette nuit-là, 4 jours après avoir commencé à collecter des preuves, je suis resté éveillé tard à la table de la cuisine. La maison était calme à l'exception du ronronnement du frigo et du murmure occasionnel des pneus sur la route à l'extérieur. J'ai tout étalé, chaque dossier, chaque relevé imprimé, chaque SMS,
chaque email, chaque clip audio. Je les ai organisés par catégorie comme Carla me l'avait appris. Les tempêtes juridiques ne se gagnent pas avec la colère. Elles se gagnent avec du papier. À 1h15 du matin, j'ai fermé le dernier dossier et je l'ai placé soigneusement sur le dessus de la pile. Je suis resté assis là un moment, fixant la cuisine sombre, laissant la vérité s'installer. Le SMS que Mélissa m'avait envoyé au manoir avait été l'étincelle. Bien sûr. Mais ce qui est venu après les enregistrements, les virements, les mensonges avait transformé l'étincelle en feu. Un feu calme, lent et délibéré. J'ai chuchoté dans la pièce vide, pas avec colère, mais avec clarté, 1 heure après m'avoir dit de ne pas venir, tu as commencé à tout perdre. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être plus longtemps, j'ai dormi profondément. Le lundi matin est arrivé plus froid que la plupart des matins de début de printemps dans le centre Val-de-Loire. Le genre de froid qui s'infiltre dans vos manches et fait paraître vos os plus vieux qu'ils ne le sont. Je me suis rasé, j'ai mis ma meilleure chemise, la bleue dont Mélissa disait toujours qu'elle me rendait présentable en public, et j'ai conduit jusqu'au tribunal judiciaire avec le dossier beige posé sur le siège passager comme un témoin silencieux. Le centre-ville d'Orléans semblait fatigué, des bâtiments gris, quelques joggeurs matinaux, l'odeur du café dérivant de la brasserie en face des marches du tribunal. Je me suis garé, je suis resté assis là 1 seconde et j'ai inspiré lentement. J'avais déjà vécu des audiences, des prud'hommes, des litiges administratifs, mais rien de tel. À l'intérieur, les gens tournaient en rond dans la salle d'attente, de jeunes couples se disputant la garde, des personnes âgées chuchotant à leurs avocats, une femme serrant une pile de documents contre sa poitrine comme si c'était une armure. La vie ordinaire de province, calme, lourde, désordonnée. Carla m'a fait signe. Vous êtes prêts ? Aussi près que je peux l'être. Vous allez bien vous en sortir, a-t-elle dit. Dites juste la vérité et laissez les preuves parler. Nous étions à peine assis quand la porte s'est ouverte et Mélissa et Evelyne sont entrées avec un grand homme dans un costume gris impeccable derrière elle, leur avocat. Il avait ce look soigné de quelqu'un qui facture alors même quand il cligne des yeux. Mélissa m'a brièvement regardé. Evelyne ne m'a pas regardé du tout. Quand notre numéro de dossier a été appelé, nous sommes entrés dans une petite salle d'audience au mur beige, avec une lumière bourdonnante et un juge qui avait l'air d'être réveillé depuis déjà bien trop longtemps. Affaire 24 317, a annoncé le greffier. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Procédons. Carla s'est levée. Monsieur le juge, nous demandons des mesures de protection financière d'urgence pour mon client, Monsieur Hérault, en raison d'abus financiers continus et de manœuvres dolosives de la part de sa femme, Madame Caron, et de sa mère, Madame Caron. L'avocat d'Evelyne s'est levé comme si quelqu'un avait tiré sur une ficelle. Monsieur le juge, ces allégations sont exagérées. Madame Caron a agi uniquement pour soutenir les besoins de santé de sa mère. Monsieur Hérault tente de punir sa femme pour des obligations familiales. Le juge a levé la main. Nous allons examiner les pièces. Et puis ça a commencé. Carla a sorti les relevés bancaires, les étalant un par un sur la table comme une tempête qui monte lentement. 39 611 €, a-t-elle dit, transférés à l'insu du client. Le juge les a étudiés, les sourcils froncés. Vint ensuite les documents du prêt. Monsieur le juge, a dit Carla, mon client a signé en croyant qu'il était copropriétaire. Il a été induit en erreur. Tel que déposé, il est seul garant de la dette sans aucun droit de propriété. Même le juge a marqué une pause à cela. Puis elle a joué l'enregistrement de la sonnette connectée. La pièce est devenue immobile. La voix de Mélissa. Une fois que la maison est à ton nom, j'ai fini de jouer à l'épouse. Il continuera de payer de toute façon. La voix d'Evelyne. Il ne vérifiera rien. Le juge a lentement retiré ses lunettes. Je n'ai pas regardé Mélissa. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Son avocat a paniqué. Monsieur le juge, cet enregistrement. Qui sait quand? Carla l'a coupé calmement. Horodaté, authentifié et capturé sur la propre propriété du défendeur. Les murmures du couloir entraient comme le vent sous une porte. Le visage de Mélissa s'est effondré, pas en colère, effrayé. Evelyne s'est penchée vers son avocat et a chuchoté furieusement, pointant un doigt raide dans l'air. L'homme semblait piégé entre elle et les preuves. Très bien, a finalement dit le juge, la voix stable. Voici ma décision.
J'ai retenu mon souffle. Avec effet immédiat, tous les comptes joints sont gelés. Aucune partie ne peut transférer ou retirer des fonds sans l'approbation du tribunal. La responsabilité de la caution sera réexaminée et le tribunal déterminera si M. Hérault reste engagé. Une enquête complète sur les malversations financières va commencer. Il a tapoté son stylo 2 fois. Et laissez-moi être clair, ce processus peut prendre 6 à 9 mois pour être entièrement résolu, mais M. Hérault ne subira aucun préjudice financier supplémentaire pendant cette période. 6 à 9 mois, plus long que je l'espérais, mais juste, réaliste, et plus de protection que je n'en attendais aujourd'hui. Le juge a fait un signe de tête vers Carla. Votre client est protégé à partir de ce moment. Evelyne a bondi sur ses pieds. C'est absurde. Le juge n'a même pas levé les yeux. Madame, encore un éclat et je vous fais l'expulser. Elle s'est figée, les lèvres tremblant de fureur. Mélissa s'est tournée vers moi, la voix dans un murmure que seul moi pouvais entendre. Thomas, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je me suis levé en rassemblant mes papiers avec des mains calmes. Je l'ai déjà fait. Carla a posé une main douce sur mon épaule alors que nous sortions. Vous avez bien fait. Vraiment bien. Dans le couloir, des gens que je ne connaissais pas m'ont fait un signe de tête. Pas curieux, pas apitoyé. Juste de petits signes de tête silencieux. Le genre que les hommes se donnent quand ils reconnaissent quelqu'un qui se relève après avoir été mis à terre. Dehors, sur les marches du palais de justice, le froid ne semblait plus aussi vif. Les 9 mois qui ont suivi ont été lents, réguliers et étrangement paisibles. Pas facile, juste paisible de cette façon tranquille que la vie devient quand on arrête enfin de mener la mauvaise bataille. J'ai emménagé dans une petite location près des quais de Loire, un simple 2 pièces avec de vieux planchers en bois et une vue sur le fleuve si on se penche juste comme il faut vers la fenêtre. Le propriétaire était un retraité de l'usine qui m'a fait une réduction parce qu'il aimait les gars du bâtiment, et ça me suffisait. J'ai acheté un fauteuil d'occasion sur le bon coin et je l'ai mis devant la fenêtre. La plupart des soirs, je m'y asseyais avec une tasse de thé en regardant les lumières du pont scintiller sur l'eau. Mélissa a essayé d'appeler au début, puis d'envoyer des SMS, puis des emails. Je ne l'ai pas bloqué immédiatement. Je n'ai juste pas répondu. La vérité était que je ne la détestais pas. La haine demande de l'énergie. Ce que je ressentais était autre chose. Quelque chose de plus calme. La fermeture d'un chapitre dont je n'avais même pas réalisé qu'il se terminait. Après un moment, ces messages ont cessé complètement. Le processus juridique s'est traîné exactement comme Carla l'avait dit. Audience, requête, paperasse, mais chaque fois que je me présentais, je me sentais un peu plus stable, un peu plus moi-même. Carla s'est battue avec acharnement, et l'avocat raffiné d'Evelyne a fini par avoir l'air plus fatigué que suffisant. À mi-chemin du processus, un expert comptable judiciaire a examiné tous les transferts et documents. Son rapport était direct. Thomas Hérault avait été induit en erreur, exploité financièrement et exclu d'une propriété qu'il finançait. Evelyne a essayé d'argumenter, essayé de justifier, essayé de tout faire passer pour un malentendu, mais le papier ne ment pas. 3 mois plus tard, le juge a statué que le manoir devait être mis en vente à moins qu'Evelyne ne le refinance complètement sans ma caution. Elle ne pouvait pas. Pas avec ses revenus, pas avec son crédit, pas sans moi. Cette maison, celle dans laquelle je n'avais pas le droit d'entrer, a été mise sur le marché à la fin de l'été. Les voisins chuchotaient, les dames de la paroisse chuchotaient plus fort. À l'automne, Mélissa a accepté la médiation. Elle avait l'air différente, fatiguée, usée, pas cruelle, pas en colère, juste quelqu'un face aux conséquences de choix qu'elle ne pensait jamais voir la rattraper. Elle a signé les papiers reconnaissant ce que le tribunal avait déjà confirmé. Les retraits étaient inappropriés. Le prêt était bâti sur une fausse déclaration, et elle devait restitution pour les montants prélevés sur notre compte joint. Quand tout a été dit et fait, le poids que je portais depuis des années s'est enfin détaché de mes épaules. Un matin vif d'octobre, je me suis tenu devant le palais de justice pour la dernière fois. Les arbres le long du boulevard étaient devenus d'un or brillant, le genre de couleur qu'on ne voit que quelques jours par an avant que le vent ne mette tout à nu. Carla m'a serré la main. Vous y êtes arrivé, a-t-elle dit. Tout le monde n'y arrive pas. J'ai eu de l'aide, lui ai-je dit. Elle a souri. Reprenez votre vie maintenant, Thomas. C'est exactement ce que j'ai fait.
J'ai reconstruit lentement, petit déjeuner dans de petits bistrots, longue promenade au bord de la Loire. Dimanche matin au café de la gare, écoutant les anciens raconter les mêmes histoires avec la même fierté. J'ai réparé un vieux barbecue derrière ma location et fait des grillades pour les voisins. J'ai même aidé un adolescent d'à côté à boucher un trou dans son pot d'échappement et regardé l'expression de pur accomplissement sur son visage quand la voiture a arrêté de cliqueter. Ça m'a rappelé Robin il y a des années. La vie n'est pas redevenue ce qu'elle était. Mais elle est allée de l'avant et c'était suffisant. Parfois, les gens me demandent si Mélissa me manque. Ce qui me manque, c'est l'idée de qui je pensais qu'elle était, avec qui je pensais que nous construisions quelque chose. Mais la vérité est simple. Certaines fins sont des bénédictions déguisées en chagrin d'amour. Et certaines trahisons sont juste l'univers qui dégage votre chemin. À quiconque écoute ceci, surtout si vous avez été mis de côté par les personnes qui avaient promis de se tenir à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou. Et vous n'êtes pas fini. Continuez de marcher. Continuez de vous tenir debout. Et ne laissez personne vous convaincre que votre valeur dépend de combien vous sacrifiez pour des gens qui ne vous voient pas. Si vous avez trouvé quelque chose dans mon histoire de la force, de la clarté, une raison de continuer de rester dans les parages, partagez votre propre histoire, ou appuyez simplement sur suivre pour que nous puissions traverser la prochaine ensemble.